Niché au cœur du Moyen-Orient mais tourné vers l'océan Indien, entouré par les Émirats arabes unis au nord, l'Arabie saoudite à l'ouest et le Yémen au sud-ouest, le sultanat d'Oman fait partie de ce que l'on peut encore nommer l'Arabie heureuse. Oman n'est ouvert aux touristes que depuis une quinzaine d'années et reste encore relativement peu fréquenté. Il dispose pourtant d'un très grand nombre d'atouts. Forteresse de montagne, village fortifié en pisé, ruines de la reine de Saba, palmeraies et oasis aux eaux couleur émeraude, sublime étendue de désert, sans oublier 3200 km de côte et plus de 1700 km de plage. C'est un petit État de moins de 5 millions d'habitants, une monarchie indépendante gouvernée par un sultan, régime qualifié d'autoritaire, mais néanmoins considéré comme le plus démocratique de toute la péninsule, classé parmi les plus stables et les plus sûrs au monde. C'est ce pays que nous avons choisi de découvrir en ce mois de février 2022. Mascate, la capitale, posée sur la côte du golfe d'Oman, est une des plus anciennes villes du Moyen-Orient et une sorte d'anti-Dubaï. Ici, point de skyline ni de gratte-ciel. Au contraire, on y privilégie les petits bâtiments aux murs blancs ou chaulés, aux fenêtres à moucharabiés, et quelques grandes mosquées hérissent leurs minarets au milieu de la cité. Parmi les paquebots, les hors-bords et les tankers, on peut admirer nombre de dhows, autre nom des boutres arabes traditionnelles en bois à un ou plusieurs mâts, qui mouillent dans la baie. Le souk de Moutra, un des plus vieux du monde arabe, porte en réalité le nom de Al-Falam Souk, qui signifie souk de l'obscurité, car à l'origine constitué d'une multitude de ruelles étroites et sombres. Il est aujourd'hui totalement couvert. C'est le lieu principal d'approvisionnement des Mascatais. À l'instar des autres souks d'Orient, on y trouve de tout. De l'or, des bijoux, des vêtements, des tissus, des épices, le kouma, couvre-chef traditionnel des Omanais, et bien sûr la myrrhe, cette gomme résine aromatique produite par l'arbre à encens du même nom, véritable trésor national. Mascate s'anime considérablement à la tombée du jour lorsque la chaleur s'estompe. Les femmes, quasiment toutes vêtues du tchador, sont de sortie pour les achats d'hiver et les hommes rassemblés pour discuter. Le nouveau marché aux poissons de Mascate prend place dans un bâtiment dont le toit évoque les élégantes volutes de la calligraphie arabe. La vente s'y fait à la criée, comme dans tous les ports, au milieu d'un joyeux brouhaha. Sur les étals, de grandes variétés de poissons, carangues, barracudas, rougets, thon jaune, requins, raies ou poissons de roche et récifs comme le mérou tacheté. À l'extérieur, les pêcheurs rassemblent leur butin avant d'aller le négocier. Les mouettes restent à proximité pour profiter des restes. À voir l'air satisfait des pêcheurs, la récolte semble conséquente. Un incontournable d'une visite de Mascate, la grande mosquée du sultan Qaboos. Joyau majeur de la capitale, elle est aussi un monument récent, car édifié entre 1995 et 2001, savant mélange entre l'architecture islamique traditionnelle, omanaise, iranienne, mongole, turque et moderne. Le minaret principal dépasse les 91 mètres. Le dôme central, quant à lui, a une hauteur de 50 mètres. Dans la salle de prière des hommes, le mihrab indique la direction de la Mecque. Le lustre en cristal d'Autriche pèse 8 tonnes et mesure 14 mètres de long. Le deuxième plus grand chandelier du monde après celui d'Abu Dhabi, serti d'or 24 carats. Les vitraux ont été créés en France. Le bois de teck vient de Birmanie.
Le sol, en marbre italien, est recouvert d'un tapis de 35 tonnes conçu en Iran et réalisé par 600 femmes. Après une première journée d'immersion dans la capitale, nous prenons la route pour Sour, petite ville côtière au sud-est de Mascate. Sur le trajet, nous faisons un stop au Wadi Sham. Wadi signifie lit de rivière. Un canyon profond, plus ou moins protégé du soleil, aux eaux couleur émeraude. Un moment paisible dans le silence des roches. La fabrique de doses de Sour, qui ont fait la réputation et la prospérité de la ville, perpétue la tradition séculaire omanaise des boutres en bois. Positionnée sur la lagune, elle emploie majoritairement des Indiens du Kerala. Une demi-douzaine d'hommes y travaillent à plein temps, et même si le chantier n'en produit plus qu'un ou deux par an, 6 mois sont nécessaires pour réaliser un tel bateau. Sa conception est méticuleuse dans les règles de l'art. Le travail du bois la plupart du temps à la main, le calfatage à la graisse de requin et au plâtre. Le dhow, voilier traditionnel d'un ou plusieurs mâts, a une cale de grande taille et la coque longue et fine. C'est un navire de commerce principalement utilisé pour transporter des objets lourds, des victuailles ou de l'eau douce le long des côtes de l'Arabie orientale. En fin de matinée du lendemain, nous décidons de faire un tour en barque à moteur pour rencontrer les dauphins. Nous trouvons un pilote de bateau à Razalad, point le plus oriental du sultanat d'Oman. Après plus de 40 minutes de mer et quelques échanges avec des pêcheurs, nous les trouvons enfin. Toute une cohorte de cétacés qui file à grande vitesse de part et d'autre de l'embarcation. Après un retour à fond de train, l'accostage se fait à l'omanaise, en atterrissant littéralement sur la plage. Sur la route de Bidia, notre étape dans les Wahiba Sands, nous prenons le temps de découvrir le Wadi Bani Khalid, parenthèse enchantée entre montagne et désert. Ces piscines naturelles sont les plus célèbres du pays et un lieu de villégiature prisé par les Omanais. En fin d'après-midi, nous entrons dans le désert des Wahiba Sands. Pour pouvoir rouler dans les dunes et le sable, le guide local qui nous attendait au point de rendez-vous dégonfle d'un tiers la pression des pneus de notre 4x4. Nous roulons près d'une demi-heure pour rejoindre le campement.
la lumière prend une tournure orangée particulièrement chaude dans l'océan de sable. Notre pilote nous propose une virée dans les dunes pour admirer le coucher du soleil. Un moment unique de montagne russe. Le soleil décroît rapidement à présent, modifiant constamment les couleurs autour de nous. Le spectacle est exceptionnel. Nous sommes seuls au monde, dans l'immensité de sable. Le vent se lève au coucher du soleil, déclenchant une écume poudreuse sur les dunes. Le spectacle est grandiose. Nous l'apprécions en silence jusqu'à la tombée du jour. Après une soirée d'un calme remarquable, un dîner composé de salades, de hummus, d'un excellent tagine, de délicieuses dattes omanaises et une bonne nuit sous la caïma, la tente arabe, nous fermons la parenthèse du désert pour nous diriger vers les monts Hadjar. Ibra s'annonce par les tours de guet qui bordent les collines qui la cernent. Elle était autrefois divisée en deux pour des raisons de mésentente tribale et vivait surtout de l'agriculture, dattes, fruits
les différents types de légumes qu'on trouve toujours sur les étals du souk. À proximité, nous déambulons dans les rues de la vieille ville fortifiée d'Al-Manzifat, entourée d'un mur défensif toujours debout, mais désormais vidé de ses habitants. La plupart des bâtisses sont en ruine, mais celles-ci ont fière allure et conservent quelques semblants de voûtes décorées de motifs orientaux et plusieurs maisons à 2 étages aux fenêtres ouvragées. Nizwa, l'ancienne capitale du royaume, a de nombreux atouts, à commencer par son fort majestueux. Mais ce vendredi matin, nous nous rendons d'Epotron-Minet, au pied des remparts, où se tient chaque semaine le célèbre marché aux bestiaux de la cité. Acheteurs et vendeurs de chèvres ou moutons se côtoient, se jaugent, échangent, palpent les bêtes et négocient dans un brouhaha permanent. Les hommes portent le costume traditionnel omanais, longues robes sobres et blanches sans col, coiffées du kouma ou du massar, turban enroulé autour de la tête. Les quelques femmes présentes sont vêtues de robes colorées, voilées et parées du masque noir en cuir ou doré typique des bédouines qui entourent les yeux, l'arête du nez et la bouche pour dissimuler leur visage. Le souk, à l'extérieur et autour de la citadelle, déroule un dédale de ruelles regorgeant d'étals et d'échoppes colorées. Les produits sont variés, poissons, fruits, légumes, dattes, ambiance animée et senteurs exaltantes. Plus loin, les poteries, un des secteurs traditionnels les plus actifs du pays. Les potiers omanais sont réputés pour la qualité de leur poterie tournée à la main. C'est aussi tous les vendredis qu'a lieu le marché aux armes anciennes. Les hommes y sont présents en nombre. Ils essaient les fusils, parfois très vieux ou grossièrement retapés, et discutent âprement les prix. On y trouve aussi des djambiyas, poignards à lame courte et courbe, portés à la taille dans les pays arabes, mais aussi des cartouches de tout type, au détail ou en ceinture. Plus loin, le souk aux vanneries et lampes de couleur, autre spécialité d'Oman. La ville de Bala était jadis entourée d'une muraille de plus de 12 km, percée de 7 portes. Sa forteresse, la plus imposante du pays, classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, a été édifiée en briques crues entre le XIIe et le XVe siècle. Elle forme un ensemble fascinant composé de tours arrondies et de parapets crénelés, de nombreux escaliers, de cours à tous les niveaux, d'un dédale de pièces entièrement vides, de niches, d'alcôves. Depuis le chemin de ronde, les vues sur l'oasis alentour sont superbes. Ses façades sud, est et nord-ouest mesurent de 112 à 135 mètres de long. Construit en surplomb du village, il domine toute la région de sa masse ocre gigantesque et dentelée. Il a bénéficié d'une rénovation magistrale de près d'un quart de siècle. Il ne présente cependant ni meubles, ni objets, ni tapis, pas plus d'ailleurs que d'explications pour comprendre la circulation. On se perd assez rapidement dans le labyrinthe de salles de toute taille, plateformes en demi-étage, chemins de ronde et tours de guet. À quelques kilomètres de là, le château de Djibrine est, quant à lui, réputé pour ses plafonds peints et ses murs décorés d'arabesques étonnantes, ses mouchards habillés en stuc ou en bois, ou ses portes remarquablement sculptées. Jusqu'à 300 personnes vivaient dans ce lieu, qui a également fait l'objet d'une superbe restauration au début des années 80, succession de corridors, d'escaliers et de salles en enfilade.
Au fond du hall, un escalier mène au premier étage et à plusieurs espaces de réception. Tapis remarquablement tissés et coussins de soie couvrent le sol dans toutes les pièces. Au second étage, on peut voir les salles des invités et les appartements de la famille du sultan. Cette partie s'articule autour d'un magnifique patio. Au pied du Djebel Agdar, Tanouf est un vieux village d'Oman partiellement en ruine, construit sur une falaise il y a plus de 300 ans. Bien qu'il ait été détruit lors d'un bombardement de la RAF en 1959, quelques vestiges de maisons anciennes dressent leurs murs en terre qui s'intègrent parfaitement avec les falaises qui le bordent. Le hameau est encore visité pour l'architecture de son système d'irrigation unique et bien connu des Omanais pour sa source d'eau minérale, qui porte son nom, provenant de la vallée toute proche. La palmeraie est apaisante et fraîche, nous y faisons escale un long moment. Au pied du Djebel Agdar, la petite bourgade d'Al Hamara est le plus ancien village du sultanat, 400 ans. Son architecture yéménite, maison de terre battue aux fenêtres étroites, hautes de 2 ou 3 étages, aux toits dont les charpentes sont faites de troncs de palmiers, sont un témoin vivace de l'histoire de la région. Une grande partie du village est désormais abandonnée, mais le gouvernement s'emploie à réhabiliter et réaménager certaines bâtisses. Perché à 1000 mètres d'altitude au cœur d'une splendide palmeraie, Misfa al-Abriyin est un bourg traditionnel érigé à flanc de montagne tout en pente et ruelles. On peut y flâner pour admirer les maisons en briques de terre et découvrir la vie authentique d'une oasis habitée et de plus en plus fréquentée par les touristes. Au matin, avant la chaleur, nous baladons en contrebas du village, le long du Fadjal qui irrigue le hameau et les plantations, dans une gorge verdoyante, en suivant le sentier de randonnée qui mène au Rogan Castle. Goul est un village abandonné qui se confond avec la colline sur laquelle il se dresse, dans la région du Grand Canyon d'Arabie, nommé Wadi Goul, dont la profondeur atteint parfois 1 km. Il est bordé par une rivière asséchée, une belle palmeraie et quelques champs cultivés. L'ascension du Djebel Shams, qui signifie montagne du soleil, constitue le moment fort d'un circuit dans les montagnes du sultanat. Avec ses 3009 mètres, c'est la plus haute du pays. Paysage de hauts plateaux, grands espaces arides, canyons creusés par les rivières et vues époustouflantes de tous côtés. Le panorama est à couper le souffle. Nous passons de flancs escarpés en plateau lunaire jusqu'à nous égarer sur les sentiers parsemés de concrétions de soufre. Au 10e jour de notre voyage, nous achevons notre parcours dans les monts Hadjar en grimpant la voie raide et poussiéreuse qui aboutit à Wakhan, hameau agricole perché à 2000 mètres, qui surplombe les montagnes environnantes
et offre une vue spectaculaire sur Wadi Mistal. Au lever du soleil, le froid est vif. Nous prenons cependant le petit déjeuner dehors pour profiter de l'incroyable panorama. Les rangées d'abricotiers en fleurs rajoutent à la beauté du lieu qui combine magnifiquement les roses, les verts et les ocres. Après cette matinée bucolique, nous reprenons la route en direction de la capitale pour conclure la première partie de notre périple au bord de la mer. Un superbe coucher du soleil enflamme la plage d'Al Bustan. Nous profitons d'une eau à 30 degrés pour prendre un bain du soir revigorant. Demain, nous prendrons un vol d'1 heure pour nous rendre dans la région du Dhofar, frontalière du Yémen. Salalah est une cité lumineuse avec ses maisons aux façades immaculées, cernées par les palmiers, les cocotiers et sa position unique entre montagne, désert et mer. La deuxième ville du sultanat doit sa renommée à l'encens. La myrrhe, cette résine aux nombreuses propriétés médicinales qu'on trouve sur tous les étals des souks. Le réseau routier du pays est d'une qualité et d'une propreté irréprochables. Il est par ailleurs flanqué de milliers de lampadaires. Le Wadi d'Arbat, un des plus beaux de la région du Dhofar, est aussi le plus grand lac naturel du pays. Cette oued dévale les collines pour se jeter dans la mer en formant de nombreuses chutes d'eau, dont certaines dépassent les 20 mètres de haut. C'est un lieu de détente privilégié des Omanais, en particulier le week-end. Les familles y viennent passer la journée pour pique-niquer et se reposer sous les frondaisons, bercés par le ruissellement des cascades, dans les nombreux bassins d'eau cristalline qui parsèment la plaine. Des troupeaux de dromadaires divaguent dans l'oued, ajoutant à la magie du lieu. La grande chute de Darbat, également appelée rideau de Travertin, est un bijou qui se cache entre les collines. Il faut une demi-heure de marche pour s'y rendre. La cascade se rue entre les roches déchiquetées pour plonger dans un gourd couleur émeraude de toute beauté. Cette piscine naturelle incite à la baignade. Il ne faut pourtant pas y nager, car le ver qui provoque la bilharziose infeste les eaux de la région. Pour cette fin de voyage, nous nous sommes offerts 3 nuits dans un écolodge construit au bord de l'eau,
en plein cœur de la réserve naturelle de Souli, tout près de Taka. Des bungalows de bambou éparpillés à 2 pas de la plage et reliés entre eux par des pontons en bois, car dans la réserve, les bassins sont inondés pendant la mousson. Coucher de soleil éclabousse de ses tonalités enflammées la succession de cocotiers où s'ébattent des myriades de corbeaux. La route pentue, tortueuse, qui mène au poste frontière de Sarfaït, nommé Furious Road par les locaux, nous offre des panoramas somptueux sur le Djebel Kamar. Nous sommes tout près du Yémen, à quelques encablures. On ne peut visiter le Dhofar sans se rendre à Mouksaïl Beach. C'est une attraction touristique majeure, une vaste étendue de sable doré, nichée au milieu de falaises abruptes bordées d'eau azur, à une quarantaine de kilomètres de Salalah. Pendant la saison de Kharif, la mousson, l'eau de mer s'engouffre dans les fissures des roches, provoquant des jets d'eau de plus de 25 mètres lorsque la marée est haute. Spectacle très prisé des touristes et des Omanais. Le Djebel Amran est un petit croissant montagneux dont le relief accidenté se partage entre gorges étroites et cols d'altitude. Ses contreforts sont parsemés de nombreux arbres à encens, dans une végétation tropicale. Quel meilleur endroit pour clôturer notre voyage que son sommet, depuis lequel on peut embrasser l'intégralité de la plaine de Mirbat. Si un pays mérite la dénomination d'Arabie heureuse, c'est bien le sultanat d'Oman. Destination authentique parmi les plus sûres au monde, où l'hospitalité est élevée au rang d'art, la patrie de Simbad le marin ne peut que séduire, par ses déserts et ses campements nomades, ses montagnes et ses villages fortifiés, ses 1700 km de plages bordées de cocotiers, ses canyons vertigineux, ses nombreuses palmeraies et ses oasis aux sources turquoises nichées dans les oueds. Un havre de paix au cœur du Moyen-Orient.